Socrate. Oui, tout le monde connaît le nom, j'imagine, mais ses idées, vraiment, est-ce qu'on les connaît si bien? C'est une bonne question. C'est souvent une figure un peu mythique, quoi. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu en s'appuyant sur une vidéo YouTube, Socrate simplement. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut retenir d'essentiel sur lui. Mhm. On situe où déjà? Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça? C'est ça. Une période, bon, faste pour la démocratie athénienne, mais aussi très agitée. Il y avait la guerre du Péloponnèse, des tensions politiques fortes. D'accord. Et Socrate débarque là-dedans. Fils de tailleur de pierre, de sage-femme, mais aussi ancien soldat, hoplite même. Ça intrigue ce mélange. Oui, tout à fait. Et notre but ici, c'est vraiment de distiller ce que cette source nous dit de sa pensée, sa méthode, sa vision de la société, son héritage. D'accord. Mais attention, hein, Socrate, il a rien écrit. Jamais. Ah oui, c'est vrai. Donc tout ce qu'on sait ou croit savoir, ça passe par d'autres, surtout Platon, un peu Xénophone aussi. Et bon, Platon, parfois, il met ses propres idées dans la bouche de Socrate. Le fameux philosophe roi, par exemple, c'est très platonicien. Faut rester prudent. D'accord, mais prudence. Mais justement, parlons de sa critique de la démocratie. Ça peut paraître étonnant. Pour Athènes, pourquoi il s'en méfiait au juste? Ben, la source explique bien qu'il craignait que la démocratie favorise les beaux parleurs, les démagogues, plutôt que les gens vraiment compétents pour diriger. Hmm, Il utilise une analogie assez forte, celle du navire. Est-ce qu'on choisirait le capitaine au vote, en prenant le plus populaire, ou celui qui s'y connaît en navigation? logique, oui. Pour lui, la politique, c'était pareil. Ça demande une vraie compétence, une recherche de la vérité. Pas juste savoir bien parler pour convaincre la foule. Et ça, c'était tout le contraire de ce que faisaient les sophistes. Les sophistes. Exactement. Eux, c'était les profs de rhétorique, c'est ça? Qui se faisaient payer pour apprendre à bien baratiner, en gros. C'est un peu ça, vu par Socrate en tout cas. Il méprisait cette idée de vendre le savoir, et surtout cette approche qui, pour lui, se fichait pas mal de la vérité. L'important, c'était de gagner le débat. Je vois. Dans le Gorgias de Platon, Socrate compare d'ailleurs la rhétorique à de la flatterie, à une sorte de cuisine qui vise le plaisir immédiat, pas le bien réel. Pour lui, la sagesse, la vraie, elle émerge du dialogue honnête, de la confrontation des idées, pas d'un cours payant. D'accord. Et ça nous amène à sa propre démarche. Il y a cette histoire célèbre avec l'oracle de Delphes. L'oracle aurait dit que Socrate était l'homme le plus sage. Comment il a pris ça? Eh bien, avec beaucoup d'humilité, justement, il était apparemment très surpris. Ah oui? Oui. Du coup, il est allé voir les gens qui avaient la réputation d'être sages. Les politiciens, les poètes, les artisans. Et il s'est rendu compte, en discutant avec eux, qu'ils pensaient savoir plein de choses, mais qu'en fait, ils étaient souvent incapables de justifier leurs propres croyances. Ils ignoraient leur ignorance. D'où sa fameuse phrase. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, la formule est peut-être apocryphe, mais l'idée est là. Sa sagesse, c'était cette conscience de ses propres limites intellectuelles. Et c'est ça la philosophie pour lui. Philosophia, l'amour de la sagesse. C'est la recherche de la sagesse, pas sa possession. Une quête, donc. Et pour mener cette quête, il avait sa méthode. La maïotique. J'écorche pas le mot? Non, c'est parfait. La maïeutique. Alors ça se passe en deux temps, souvent. D'abord, il y a l'ironie socratique. Il fait semblant d'être ignorant. Il pose des questions très simples, presque naïves. Pour mettre l'autre en confiance, ouais. Ouais. Pour l'amener à exposer ses idées sans défense. Et là, Socrate commence à questionner, à montrer les contradictions, les failles dans le raisonnement. L'interlocuteur se rend compte que ce qu'il croyait savoir n'est pas si solide. Et la maïotique, alors? C'est la deuxième étape. Le mot veut dire l'art de faire accoucher. Comme sa mère, qui était sage-femme et faisait accoucher les corps, lui, il aidait les esprits à accoucher de leurs propres pensées, à trouver la vérité en eux-mêmes, par le dialogue. Ça devait être déstabilisant quand même pour ceux qui discutaient avec lui. On a un exemple? Ah oui? Le dialogue avec Euthyphron sur la piété est un classique. Euthyphron se croit expert en piété. Socrate lui demande: Bon alors, c'est quoi la piété? Euthyphron donne une définition. Socrate pose une question, puis une autre. Est-ce que quelque chose est pieux parce que les dieux l'aiment, ou est-ce que les dieux l'aiment parce que c'est pieux? Subtil. Exactement. Et petit à petit, toutes les définitions de Euthyphron volent en éclats. À la fin, Euthyphron s'en va, un peu agacé et sans réponse claire. Mais il a été forcé de réfléchir.
C'est ça, l'effet Socrate. On comprend mieux pourquoi il a pu agacer, oui. Critiquer la démocratie, bousculer les certitudes comme ça. Ça a fini par le mener au procès, forcément. Oui, c'était presque inévitable. Les accusations officielles, c'était l'impiété, ne pas croire aux dieux de la cité, et la corruption de la jeunesse. Corrompre la jeunesse en les faisant réfléchir. En gros, oui. Mais derrière, il y avait sûrement des raisons plus politiques. Ses liens avec certaines figures controversées, sa critique constante des institutions, ça dérangeait beaucoup de monde. Et sa défense n'a rien arrangé, apparemment. Ah non. Au lieu de plaider coupable ou de demander une peine clémente, il a été jusqu'à dire qu'il méritait d'être nourri aux frais de la cité, comme un héros olympique pour les services rendus. Quelle provocation. Pas étonnant qu'il ait été condamné. À boire la ciguë. Oui. Et le plus marquant, c'est qu'il a accepté cette sentence. Il aurait pu s'évader, ses amis avaient tout préparé, mais il a refusé par respect pour les lois d'Athènes, même si elles le condamnaient injustement, pour rester cohérent avec ses principes jusqu'au bout. Un geste fort. Alors, au final, quel héritage il nous laisse, Socratime? Un héritage immense, mais aussi complexe. Il est vraiment le symbole de la démarche philosophique occidentale. L'importance du questionnement, de l'examen critique de ses propres idées, l'humilité intellectuelle. Le doute méthodique, en quelque sorte. C'est ça. Mais il faut nuancer. La philosophie après lui, à commencer par Platon, va aussi chercher à construire des réponses, des systèmes. Elle va utiliser l'écriture, ce que Socrate refusait. Donc il est un point de départ fondamental, cette étincelle qui pousse à penser par soi-même, mais pas toute la philosophie. Donc, pour résumer très vite, Socrate, c'est cette figure qui incarne la philosophie comme une recherche permanente, humble, basée sur le dialogue critique pour se connaître soi-même et interroger le monde. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière question un peu pour aujourd'hui. Ah, Mais dans notre société actuelle, qui est, comment dire, saturée d'informations, d'opinions très tranchées, partout, tout le temps, quelle place peut encore avoir cette méthode socratique, celle qui vise justement à montrer la fragilité de nos certitudes, à nous faire douter? Est-ce que c'est encore utile pour améliorer la cité, comme il le voulait, ou est-ce que ça risque juste de nous paralyser dans un scepticisme constant? hmm, vaste question. De quoi réfléchir en effet.